Et j'accueille aujourd'hui pour ce Zoom François-Marie Blanc-Brud. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Pour le peuple français, mémento à l'usage des gens ordinaires ». Des gens ordinaires, et c'est aux éditions Godefroy de Bouillon. Vous venez de la gauche même. Et vous précisez que vous demeurez d'ailleurs fidèle aux valeurs qu'elle a perdues. Mais pourtant, depuis 2012, vous avez, semble-t-il, remis les compteurs à zéro. Oui, alors je suis originaire d'une gauche qui défendait et qui voulait défendre les intérêts des classes populaires et la dignité du peuple français. Si on voulait résumer mes votes au présidentiel, ça serait au premier tour Parti communiste français ou Jean-Luc Mélenchon et au deuxième tour Parti socialiste. Et puis à partir de 2012, il y a eu un peu une rupture, c'est-à-dire que j'ai quand même cru au deuxième tour à François Hollande, j'ai cru à son discours du Bourget, mon ennemi c'est la finance. La France n'est pas un problème, c'est une solution. Et puis, évidemment, j'ai été très très vite déçu. Et dans le même temps, j'ai vu qu'il y avait un développement du communautarisme islamiste, d'un certain racialisme vis-à-vis des Français dits blancs. Voilà, et je me suis mis à réfléchir, à remettre tout à plat. J'ai parcouru pas mal de livres et je faisais des petites notes pour m'éclaircir les idées. Et de fil en aiguille, ces petites notes sont devenues plus volumineuses. Et à la fin, ça a fini par devenir un essai, ce qui n'était pas du tout prémédité au départ. Alors, quel est l'événement déclencheur 2012 François Hollande, et quel est le fait que vous indiquiez avoir conservé ces valeurs? Quelles sont pour vous les valeurs que vous avez conservées, de gauche ou d'extrême gauche même? Alors, c'est ce lien avec les gens ordinaires, c'est-à-dire ceux qui sont toujours un peu les dindons de la farce, ceux qui réellement font tourner la baraque. Je me suis toujours senti proche d'eux. Les gens ordinaires, c'est un concept de George Orwell qui parle des gens qui ne courent ni après l'argent, ni après le pouvoir, et qui essayent, avec leur qualité et leurs insuffisances, d'être utiles à leur environnement. Et moi, cette utilité, je l'ai trouvée dans ma vie professionnelle en étant travailleur social puis cadre. Donc j'ai toujours eu ce côté proche des gens, ce côté militant. J'ai toujours défendu, si vous voulez, les humbles contre ceux qui abusaient de leur pouvoir. Et c'est un peu... bon. C'est pas le Parti communiste qui en avait le monopole. Alors, le Parti communiste n'en avait pas le monopole. Je dirais que j'ai souvent voté quand même. Quand je votais Parti communiste, c'était un peu par défaut. Moi, je suis plutôt... bon, j'ai une culture marxiste, mais je suis plutôt... je dirais, j'ai une culture chrétienne, chrétienne sociale, si vous voulez. J'ai toujours été attiré par... enfin, en tout cas, dans ma plus jeune, la théologie de la libération... les prêtres ouvriers, la jeunesse ouvrière chrétienne. Donc je viens vraiment j'ai un enracinement de ce côté-là. Alors si vous devez faire aujourd'hui votre autocritique, ça tombe bien, c'est ce qu'on faisait dans le temps, est-ce qu'il n'y a pas dans votre positionnement actuel un retournement de veste, une trahison? Alors, il n'y a pas du tout... Pour moi, il y a continuité et cohérence. Hein, c'est ce que je développe dans mon livre. Disons que il y a deux erreurs que je n'ai pas vues. La première, c'est qu'il y avait un lien très étroit entre le néolibéralisme économique mondialisé et l'ultralibéralisme culturel de la gauche et de l'extrême gauche. Ça, je ne l'ai pas vu. Et je dirais que j'ai beaucoup été aidé en cela, enfin pour le voir, par Jean-Claude Michéa. La deuxième grosse erreur que j'ai faite durant toutes ces années, c'est de ne pas avoir vu monter une haine, un mépris extraordinaire de la part d'un certain nombre de Français d'origine immigrée relativement récente, enfin je dirais des années 70, vis-à-vis de ce qu'ils appellent, de ce que certains appellent maintenant les Blancs. Et voilà. Et ça m'a énormément touché parce que j'ai passé une partie de ma vie justement à défendre les travailleurs immigrés. J'ai fait des choix politiques très forts sur ces questions-là. Voilà. Et donc,
ça a été un choc pour moi de voir cet aspect-là. Et notamment quand j'ai vu en 2012, il se trouvait que Ouria Boutelja avait parlé en 2007 des sous-chiens. Et moi, je ne l'ai vu qu'en 2012. Peut-être que je ne pouvais pas le voir avant, hein, c'était trop dur pour moi, ou je ne sais pas. Mais voilà, j'ai vu ça et ça m'a énormément touché. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut tout remettre les compteurs à zéro, voir ce que disent les autres, ceux qui étaient mes adversaires, essayer de comprendre. Alors, quand vous arrivez à faire cette théorie que l'ultralibéralisme culturel de la gauche prépare admirablement le terrain du néolibéralisme économique prétendument de droite, que ça en est le terreau, vous allez jusqu'à dire dans l'ouvrage qu'il n'y aurait pas de Google et d'Amazon sans les ultralibéraux culturels de Nuit debout et de la France insoumise. Alors, si vous voulez, ce que j'ai découvert finalement, c'est que le néolibéralisme économique mondialisé et l'ultralibéralisme culturel de gauche est un attelage absolument infernal, parce qu'il allie d'un côté le cynisme du néolibéralisme économique, hein, chacun pour soi, tous contre tous, et d'un autre côté, une sincérité, un angélisme sur des valeurs plutôt de fraternité, je dirais, de gens de gauche et d'extrême gauche. Voilà. Et ils sont très complémentaires. Il ne pourrait pas y avoir d'Amazon, avec le développement, la pieuvre Amazon, c'est une véritable pieuvre, il ne pourrait pas y avoir cette pieuvre s'il y avait l'ouverture des frontières. Donc si vous avez d'un côté des patrons, des grands patrons mondialisés, économiques cyniques qui disent il faut plus de frontières pour développer nos profits. Et de l'autre côté, vous avez des gens tout à fait sincères qui disent il faut plus de frontières pour la fraternité, parce que c'est des obstacles, la fraternité humaine, etc. Et en réalité, même inconsciemment, je dirais, ces gens-là sont des alliés objectifs. Ils sont des alliés objectifs sur les frontières, ils sont des alliés objectifs sur l'islam. Alors tout le monde est à peu près d'accord pour dire que l'islamisme violent, terroriste, est un problème, mais en ce qui concerne l'islamisme dit non violent, quiétiste, en ce qui concerne les ultralibéraux de gauche et d'extrême gauche, ils vont penser que le seul problème de l'islamisme, c'est finalement l'islamophobie. Et il y a une chose sur laquelle ils s'entendent aussi, alors là, d'une manière très forte, c'est que tous ceux qui font un peu obstacle à cette bulle, soit cynique mondialisée, soit angélique, je dirais, mondialiste, c'est-à-dire souvent, je dirais, hélas pour quelqu'un de gauche, c'est souvent la droite conservatrice, eh bien ces gens-là sont évidemment conspués à longueur de temps, traînés dans la boue, et aussi, et les gens de la gauche, originaire de la gauche dont je fais partie, je pense à Jean-Claude Michéa, alors en prenant très large, Jean-Claude Michéa, je pense même à Michel Onfray, je pense à, enfin il y en a d'autres, c'est à Étienne Chouard, que vous avez invité il y a plusieurs fois il n'y a pas longtemps. Ces gens-là vont être aussi insultés, et notamment avec cette insulte extraordinaire qui est extrêmement violente et extrêmement stalinienne, c'est brun-rouge, rouge-brun. C'est quelque chose de très fort, parce que ça rappelle étrangement ce que de la période stalinienne où on parlait des hitléro-trotskistes. Alors, dans mon livre, on voit bien que je n'ai pas de sympathie particulière pour les trotskistes, mais associer les trotskistes des années 40 à Hitler, c'est dégueulasse. Et je dis qu'aujourd'hui, associer les gens de la gauche souverainiste, de la gauche qui défend les intérêts des classes populaires, à des bruns rouges ou des rouges bruns, c'est dégueulasse aussi. Alors, de la situation de cette entente, de ce terreau favorable où deux idéologies se rencontrent et s'auto-suffisent, de cette situation découle pour vous une réalité. Vous dites finalement que la prétendue vraie opposition à Macron est en réalité celle qui est la plus utile à l'avènement du capitalisme mondialisé. Et à vous entendre ou à vous lire, on finirait par penser que les Black Blocs, par exemple, sont des alliés objectifs du pouvoir, d'où d'ailleurs l'impunité dont ils bénéficieraient. Oui, alors les Black Blocs, à mon avis, c'est assez marginal. C'est le petit coup de pouce
pour discréditer le mouvement des Gilets jaunes quand il est à son sommet. Mais je dirais qu'il y a d'autres coups de pouce. Il y a notamment la récupération, puisque gens ordinaires, Gilets jaunes, c'est un petit peu... ça se recouvre. Hein. Donc les Gilets jaunes, c'est un peu les gens... les gens ordinaires, c'est les Gilets jaunes avec, au moment le plus fort du soutien des Gilets jaunes. Hein, voilà. Bon. Et on voit très bien dans l'histoire des Gilets jaunes qu'ils ont été rattrapés par un certain nombre de fléaux. La récupération de la gauche et de l'extrême gauche, qui au départ les avait plutôt méprisés, et je dirais la violence des Black Blocs. Mais à mon avis, ça, c'est assez courant, et c'est pas la première fois que ces gens-là sont utilisés. Et aussi la convergence des luttes, qui est justement tout le contraire de l'intérêt général. L'intérêt général, les Gilets jaunes avaient réussi à trouver l'intérêt général, c'est-à-dire ce qui pouvait les rassembler. Ils avaient laissé de côté ce qui pouvait les désunir, et l'intérêt général, c'était à la fois l'injustice, les taxes, etc., et le référendum d'initiative citoyenne. Et la gauche et l'extrême gauche, avec la convergence des luttes, assemblent tout un tas d'autres petites revendications qui sont beaucoup plus individuelles, même si c'est dans des petits collectifs, et qui sont pas toujours accordées entre elles. Hein. Quelle est la convergence qu'il peut y avoir entre un gilet jaune des ronds-points et le gilet jaune qui va insulter Alain Finkielkraut en lui disant, de mémoire, Dieu te punira, tu iras en enfer. Il ne peut pas y avoir de convergence. Donc, si vous voulez, c'est cette atomisation dont la gauche, l'extrême gauche veut faire une convergence pour un grand soir dont on ne sait pas trop qui régnera le lendemain, si ce n'est probablement les plus forts et les plus malins. Alors, moi, j'ai bien compris votre démarche et j'ai bien compris que les gens ordinaires, ce sont nos gilets jaunes aujourd'hui qui les interprètent le mieux finalement. Mais au-delà du clivage gauche-droite, auquel vous ne croyez plus, vous prenez, vous, un rassemblement en disant d'un côté, il y a cette droite conservatrice conspuée, et puis il y a la gauche souverainiste, celle dont je me sens issu. Mais cette gauche souverainiste, elle est réduite à l'état de microcosme, et électoralement parlant, elle n'existe pas, elle n'existe plus. C'est tant est qu'elle existait peut-être avec Jean-Pierre Chevènement pendant un temps. Alors, la question de... si vous voulez, il y a plusieurs questions. La question, c'est est-ce que... pourquoi je dis qu'il faut réfléchir à cette alliance objective. Il y a une raison, c'est déjà il y a une alliance objective entre le pouvoir macronien néolibéralisme mondialisé et les ultralibérales culturelles de gauche. C'est une alliance objective. Donc, je vois très bien que nous n'arriverons pas à faire face si nous n'élargissons pas la base des opposants à ce système. Donc, donc il y a cette alliance objective. Ensuite, il y a une histoire de diagnostic. Si on considère que qu'on va s'en sortir, que la France va s'en sortir et qu'on s'en sortira au moins individuellement, et bien cette alliance est au mieux incompréhensible, au pire une trahison. Si en revanche on pense, comme c'est mon cas, que la France est dans une situation extrêmement grave, à ce moment-là, il faut reproduire ce qui a déjà été fait dans le passé, en 1940, et avec le Conseil national de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire réunir toutes les forces qui veulent s'opposer à cette machine infernale qui est le totalitarisme macronien et l'islamisme. Hein, ces deux machines infernales qui sont là pour détruire la République, nos valeurs, notre mode de vie. Alors il y a un sujet qui idéologiquement parlant, vous situe en dehors du spectre de la gauche et de l'extrême gauche, c'est les deux notions que vous évoquez sur la culpabilisation du peuple français. Vous dites qu'il est culpabilisé par un boulet idéologique. D'un côté, le colonialisme et d'autre côté, le racisme. Pour vous, derrière l'accusation de racisme, il y a cette volonté réelle de dénigrer le peuple français. Oui, alors il y a... défenseur des étrangers et des immigrés extra-européens que vous fûtes, c'est surprenant. Alors,
Si vous voulez, je crois que je crois que le peuple français est dénigré par deux parties, si vous voulez. Et la partie la plus importante pour moi, ce sont les gens français d'origine, on dirait français de souche. Bon, je dis dans mon livre que je n'aime pas ce mot, mais on y reviendra peut-être plus tard. Français de souche qui ont constamment, enfin depuis 30 ans, constamment dénigré l'histoire de France, qui est la plus abominable, le peuple français le plus salaud de la terre. Ils ont constamment moqué le peuple français en le traitant de beauf, de bidochon, etc. Ils ont abandonné nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. En tout cas, ils les ont carrément laissé tomber dans des zones entières qui sont maintenant non plus sous une loi de droit français, mais non pas sur une zone c'est des zones de non-droit, c'est des zones d'un autre droit, à la fois islamiste et mafieux. Hein. Donc ils ont abandonné tout ça. Et donc, si vous voulez, en dénigrant le peuple français, ils ont amené un certain nombre de gens d'origine immigrée à se dire, si les élites mondialistes dénigrent leur propre peuple, ça veut dire que c'est pas la peine de devenir français. Il vaut peut-être mieux se retourner vers nos racines. Hein. On a aussi, les gens d'origine immigrée, arabo-musulmane, ont aussi une culture, une belle culture, plus belle que ce qu'elle montre aujourd'hui, mais qui n'est pas la culture de la France. Et les Français ont une belle culture qui a été plus belle que ce qu'elle est aujourd'hui, mais qui n'est ni la culture de l'Algérie, ni la culture du Maroc, ni la culture du Sénégal. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de communautarisme qui se fait, alors que le modèle d'assimilation qui a prévalu jusque dans les années 70 était un modèle qui nous permettait à tous de vivre ensemble, tous membres du peuple français. Alors, il y a un autre terme qui apparaît dans votre ouvrage, qui là aussi est clivant, comme on dit dorénavant, et vous situe idéologiquement parlant. Vous dites, eh bien, le peuple français a besoin d'une identité et on a nié son identité. Vous savez que ce mot identité est parfois lourd à porter, pour certains, et c'est un terme qui est récent dans votre bouche. Alors non, parce que si vous voulez, c'est un terme que, je vous ai dit que professionnellement j'étais travailleur social et cadre dans l'action sociale, donc si vous voulez, le terme de l'identité, c'est le fondement de l'action sociale. On cherche toujours à ce que les gens retrouvent leur identité, ce qu'ils sont vraiment. Hein, voilà. Donc je dirais que ça me pose aucun problème. Moi, pour moi, être français, c'est pas mieux en soi que d'être algérien. Simplement, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Alors, il se trouve que les Algériens, par notre droit, les gens d'origine algérienne peuvent devenir français, c'est-à-dire choisir. Qu'est-ce que c'est finalement de devenir français? C'est choisir la langue française, les valeurs françaises, liberté, égalité, fraternité, et les mœurs françaises qui sont à peu près les mêmes, que ce soit à Strasbourg, à Lille, à Marseille ou à Quimper. Hein. Donc voilà. Mais alors nous d'un autre côté, nous n'avons pas le choix. Je crois que je ne pourrais jamais être algérien, même si je le souhaitais. Et voilà, c'est pas possible parce que je ne suis ni de souche algérienne ni musulman. Mais nous, on a cette possibilité-là. Et je dirais que je dis dans mon livre que quelque part, pour quelqu'un d'origine étrangère, devenir français, c'est un peu comme une filiation adoptive. C'est-à-dire que l'enfant adopté n'est pas génétiquement, je dirais, l'enfant de ses parents, mais il adopte l'histoire, il adopte la langue, il adopte les valeurs de ses parents, la façon de vivre de ses parents, et par là même, il devient l'enfant de ses parents, il est reconnu comme tel par toute la famille. Alors, votre difficulté, c'est que vous défendez l'identité, mais vous dites, aujourd'hui, le risque qui existe et qu'on nous vend, c'est la partition. Et quand je dis cela, je dis halte au feu, parce que quand vous parlez de la partition, ça veut donc dire que vous voulez créer des communautés qui vont se défendre. Ce n'est pas ma vision. Donc, d'un côté, vous voulez plus d'identité, et d'autre côté, vous coupez les ailes à ceux qui se rassemblent pour préserver leur identité spirituelle ou autre. Voilà. Alors, il ne manque pas, il ne manque pas de pays où ceux qui veulent une identité arabo-musulmane stricte, hein, où c'est dominant chez eux, il ne manque pas de pays pour vivre dans ces pays-là. Je crois qu'il y en a 57 dans la. Mais le reproche que vous faites, c'est pour le fait aux Français. Vous dites non, cette partition-là, je ne veux pas que vous preniez l'idée que vous allez vous regrouper dans une communauté pour vous défendre. Parce que si vous voulez, je pense que si les Français adoptent eux-mêmes
cette vision communautaire, c'est le signe que nous avons déjà perdu une bataille. Et moi, j'estime que la bataille de l'assimilation n'est pas perdue. Hein, voilà. Donc vous n'êtes pas en accord avec François Hollande, avec qui vous avez voté, qui lui a dit non, on avance vers la partition. Ah non, mais attendez, moi j'ai voté en 2012 pour François Hollande et je vous ai dit que je m'étais trompé. Et François Hollande a écrit en 2017, donc déjà, ça faisait déjà 5 ans que j'avais conscience de m'être complètement trompé. Et déjà, le livre était déjà bien entamé. Donc, je dis que ces gens-là, ceux qui prônent, l'assimilation, c'est ni raciste ni fasciste. C'est la seule façon que nous ayons de vivre ensemble. La France s'est construite sur le binôme assimilation-droit du sol. Hein, l'assimilation rend logique le droit du sol, et le droit du sol a besoin d'assimilation. François-Marie Blanc-Brut, vous voyez bien que tout ça ne fonctionne plus. Je vois bien que tout ça ne fonctionne plus, parce que c'est au pouvoir, nous laissons au pouvoir, par nos désunions, nos querelles d'ego, des gens, un attelage infernal qui est celui du néolibéralisme mondialisé et de l'ultralibéralisme culturel de la gauche et d'extrême gauche. Nous laissons au pouvoir un arc de cercle qui va d'Emmanuel Macron à la France insoumise, aux dirigeants actuels de la France insoumise. On parle d'Emmanuel Macron, mais depuis il y a les événements des Gilets jaunes, on peut rapprocher aussi l'incendie contre Notre-Dame de Paris. À chaque fois, le peuple a fait son unité autour d'une notion d'identité, après tout. C'est une notion d'identité, d'appartenir à être français. Bon. Et Emmanuel Macron, lui, il a pris en considération cela. Le patron de la Startup Nation qui disait il n'y a pas de culture française, et celui qui aujourd'hui vient vous dire que nous sommes un peuple de bâtisseurs, qu'il y a un destin français. Et quand on entend un destin français, on se dit qu'il y a peut-être une identité française. Est-ce que vous considérez qu'il a commencé à lire votre memento, ou ce n'est que de l'hypocrisie de la com, comme on dit. Moi, si vous voulez, je crois que Emmanuel Macron, ce qui me frappe quand on parle du grand remplacement, pour moi, le grand remplacement, c'est d'être passé en 50 ans du général de Gaulle à Emmanuel Macron. Et alors, ça ne parle pas que des personnes, ça parle de nous-mêmes et ça parle de l'évolution d'une élite mondialiste. Bon, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui, à mon sens, a deux gros problèmes. Le premier problème, c'est un extrémisme idéologique, c'est un extrémisme idéologique néolibéral, c'est un extrémiste. Et le deuxième, c'est un narcissique. Quand vous avez narcissisme et extrémisme idéologique, vous avez des gens qui sont à la fois imprévisibles et dangereux. Donc Emmanuel Macron, vous pouvez vous attendre à peu près, à mon avis, nous pouvons nous attendre à peu près à tout avec Emmanuel Macron. Il surfe au gré de la protection des intérêts de ses sponsors. Voilà. Et il est assez bon au niveau communication, mais je veux dire, ça ne trompe personne. Et Emmanuel Macron, toutes les décisions de fond qu'il a prises ne font que nous enfoncer. Emmanuel Macron est quelqu'un qui a vendu qui veut vendre les aéroports de Paris. C'est quelqu'un qui a une vision, en tout cas pour l'instant, complètement angélique sur l'islamisme non violent. C'est-à-dire que Hollande, dès 2012, lui avait vendu les aéroports de Nice, qui est un aéroport international. Mais exactement. J'attire votre attention sur les conséquences de vos votes. Si vous voulez, alors, ce qui est très important, c'est de bien comprendre que je me situe, j'ai des points de vue personnels, et j'ai ce qui me semble, et il y a un autre point qui est l'intérêt collectif. Quand je vote Hollande en 2012, c'est parce que je pense que j'ai un intérêt personnel qui est certainement pas de voter Hollande. Enfin, ma pensée personnelle ne va pas dans ce sens-là, mais je pense que l'intérêt collectif. Et je me trompe d'ailleurs, et je me trompe. Et je crois qu'aujourd'hui, quand je dis une alliance, si aujourd'hui, demain, je peux très bien voter pour la droite conservatrice. Si à titre personnel, j'ai des réserves sur un certain nombre de points, je peux considérer que l'intérêt collectif, c'est de voter pour la droite conservatrice. C'est-à-dire de voter, en tout cas au niveau des européennes, il y a plusieurs listes, mais pour les seuls qui sont à même de s'opposer au néolibéralisme mondialisé, qui est pour moi, et avec son allié ultralibéral culturel, qui est pour moi le pire danger. Pour moi, il n'y a pas pire danger que cela. Mélenchon ne peut plus compter sur vous. Mélenchon ne peut plus compter sur moi, et c'est dommage, c'est quelqu'un de talent, mais il a choisi l'ultralibéralisme culturel à fond. Bon, voilà,
c'est dommage pour nous tous. Est-ce que cette refondation idéologique que vous souhaitez pour le peuple français, vous pensez qu'elle peut être menée à bien? Alors, je dirais que le gros problème, c'est ce que la droite conservatrice en veut. Est-ce qu'elle va continuer à se bagarrer dans des querelles d'ego quand on voit que, par exemple, Jean-Frédéric Poisson ne peut même plus aller sur la liste Debout la France? Bon, on se pose quand même des questions. C'est-à-dire que c'est quand même des gens qui théoriquement sont proches. Est-ce qu'elle va continuer à vouloir à tout prix cette union entre des droites qui sont différentes et opposées entre elles? Parce qu'il y a deux droites différentes et opposées entre elles. Est-ce qu'elle va continuer à... Certains d'entre eux vont être dans un identitarisme de souche. Est-ce que certains d'entre eux vont considérer qu'il y a des gens comme moi un peu trop gaullistes, un peu trop marxistes, et donc nous ostraciser? Voilà, et c'est un peu la question. Est-ce que la droite conservatrice veut porter le rôle qu'elle est aujourd'hui, à mon avis, la seule à pouvoir porter, en tout cas pour les européennes? Hein, il y a un embryon de mouvement qui est en train de se créer, France souveraine, avec Georges Kuzmanovic et Régis de Castelnau. Hein, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très réduit. Donc je dirais que les seules forces capables de fédérer le peuple français, aujourd'hui, c'est la droite conservatrice. Est-ce qu'elle veut le faire ou pas? Eh bien, écoutez, en attendant, on va lire votre mémento à l'usage des gens ordinaires. François-Marie Blanc-Brut, dont vous avez bien compris que venant du marxisme, se référant au gaullisme, aujourd'hui, il est prêt à voter pour une droite conservatrice si elle le mérite. Et c'est aux éditions Godefroy Bouillon. Merci. Merci à vous de m'avoir invité.